L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On dit, s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc, si l'école est le problème, elle est aussi la solution. On entend souvent que les jeunes ne s'informent plus, ou qu'ils s'informent mal, qu'ils croient tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et qu'ils vivent collés à leurs écrans. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour le premier épisode de cette nouvelle saison de Puzzle, le podcast recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France, nous nous intéressons aux pratiques d'information des jeunes, à la diversité de leurs usages, et à ce que cela dit de notre société. Pour cela, nous invitons Amandine Kervella, maîtresse de conférences en information et communication au laboratoire Géricault de l'Université de Lille et enseignante à l'INSPE de Lille Hauts-de-France sur le site de Villeneuve-d'Ascq. Amandine travaille depuis de nombreuses années sur l'éducation aux médias et à l'information, que nous appellerons aussi EMI. Elle est impliquée dans différents réseaux d'acteurs liés à l'EMI pour contribuer à son développement sur le territoire. Bonjour Amandine. Bonjour Florène. Donc pour commencer, on entend souvent des propos alarmistes sur les pratiques d'information des jeunes et leur rapport aux écrans. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Alors, je pense qu'avant tout, il faut rappeler un décalage que nous, on constate quand même beaucoup sur nos terrains de recherche, entre justement ces craintes, ces inquiétudes qui peuvent être assez exacerbées, et ce que nous, on observe sur les terrains, qui sont des constats qui sont quand même beaucoup plus nuancés. Et si on essaye de comprendre pourquoi, en fait, ce décalage, eh bien, je pense qu'on va... Un élément d'analyse, c'est qu'en fait, que tout ça s'inscrit dans un continuum. C'est-à-dire que c'est pas, aujourd'hui, on s'inquiète des téléphones, mais avant, on s'inquiétait de la manière dont les jeunes regardaient la télé, dont la manière dont les jeunes jouaient aux jeux vidéo. Si on remonte encore en arrière, on s'inquiétait de la manière dont les jeunes écoutaient la radio, allaient au cinéma. Et on a beaucoup de collègues qui développent des travaux pour montrer comment on a eu peur que les jeunes deviennent des délinquants. Parce qu'ils allaient voir des films violents. Je reviens sur les jeux vidéo, mais là aussi, on a beaucoup de littérature, et peut-être que ça fait aussi écho à certains faits divers médiatisés. Voilà, et on s'est beaucoup inquiété. Est-ce que jouer à des jeux vidéo violents rend violent ? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un continuum qui repose sur, en fait, une idée qui est fausse, mais qui est encore répandue, qui serait celle de l'effet direct des médias, et des médias de masse. C'est-à-dire que ça, c'est une théorie ancienne en infocom, vraiment, qui depuis a été largement récusée. Mais l'idée que les médias de masse auraient des effets directs sur les personnes qui les utilisent, eh bien, a encore un peu cours. Dans les années, je pense 90, quand vous aviez Patrick Lelay, qui était le président de TF1 à l'époque, qui disait « Moi, je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola », de manière sous-jacente, c'est exactement ça qu'on a. C'est cette idée qu'on a des audiences, des publics finalement très passifs face à des médias de masse qui auraient des effets directs et des effets délétères. Et donc que ce soit, encore une fois, le cinéma, la radio, aujourd'hui les écrans, les téléphones portables, eh bien on retrouve ces mêmes craintes qui sont en fait réactivées par finalement différents événements et ou faits divers qui vont venir être présenté par certaines comme finalement la preuve qu'il y a bien un problème avec la technique, avec les écrans. Et nous, sur les terrains, c'est pas ce qu'on constate. C'est-à-dire que les médias, le fait que les médias auraient des effets forts et directs, ça n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Moi, je parle pas trop d'effets, mais je peux le dire aussi comme ça, qu'il n'y a pas d'effets. Mais en tout cas, des effets directs et aussi fort qu'on le dit, ça n'existe pas. Donc il y a la construction en fait d'une image de représentation très forte sur les pratiques médiatiques des jeunes, liée certainement à la jeunesse, c'est ce que tu viens aussi de nous dire. Quelles sont les pratiques effectives en fait des jeunes ? Qu'est-ce que vous avez pu observer ? Ouais. Alors, nous, ce qu'on observe, c'est déjà de la diversité. C'est un peu piégeux de dire les jeunes. Voilà, alors c'est un grand classique, mais pour le coup, Pierre Bourdieu le disait, la jeunesse n'est qu'un mot. Et parfois, moi, je trouve que c'est un mot problématique. C'est-à-dire qu'entre un jeune qui a 7 ans, un jeune qui a 17 ans, entre un garçon, une fille, entre quelqu'un qui habite dans un quartier populaire, quelqu'un qui a une famille, on va dire, beaucoup plus privilégiée d'un côté, sur un plan économique et ou culturel, en fait, on a des pratiques qui sont très, 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 très différentes. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut déjà partir de là.
Et après, alors qu'est-ce qu'on observe ? Alors, je vais quand même donner des éléments de manière transversale. Si on parle de la manière dont les jeunes s'informent, ce qu'on constate, et là je reste en transversalité, c'est une numérisation des pratiques d'information. Donc ça, c'est évident, et je pense que c'est évident pour tout le monde par-delà la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 14 ans, vous vous informez beaucoup plus par les écrans, au sens large, que par la radio, que par alors la presse papier, j'en parle même pas. La télé, les jeunes, en général, regardent encore la télé. Voilà, on s'informe de manière beaucoup plus numérique, et ça, c'est transversal, avec du coup des formats qui sont des formats, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus qualifier de nouveaux, mais qui, on va dire, par rapport aux enseignants, aux parents, sont relativement nouveaux. C'est-à-dire qu'on va s'informer avec beaucoup plus de vidéos, parfois des formats courts, et des formats, un genre d'infos qui mélange le sérieux et le moins sérieux. Et ça, ça peut être en tout cas un peu surprenant pour, on va dire, des adultes qui sont peut-être, qui ont peut-être des pratiques soit beaucoup plus liées aux médias dits traditionnels, soit beaucoup plus classiques dans le sens où quand on s'informe, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un tuto beauté à une vidéo sur Gaza. Voilà. Donc ça, c'est toujours un peu surprenant et avec un ton qui peut parfois être assez léger. Donc ça, c'est pour te répondre de manière transversale. Et après, quand on creuse, là, on voit vraiment des grosses différences. C'est-à-dire que ce qui va être assez déterminant, c'est la question du rapport à l'écrit, à l'école, et la question de la classe sociale. Et là, je renvoie aux travaux. On a un collègue qui est à Sciences Po Lille, qui s'appelle Julien Boyadjian, qui a publié un ouvrage justement vraiment sur la manière dont les jeunesses allaient s'informer. Et il montre bien qu'il y a vraiment des différences assez notables entre... Alors lui, il travaille sur des jeunes étudiants. Donc entre des jeunes étudiants qui sont dans des formations où se retrouvent plutôt la classe moyenne et les classes populaires, et des jeunes qui vont être dans des formations qu'on va pouvoir qualifier de plus élitistes, comme par exemple Sciences Po Lille. Et donc les premiers vont s'informer en allant plutôt chercher des choses qui sont, on va dire, dans l'air du temps, qui font le buzz, qui en fait leur permettent de faire un lien, leur permettent de parler à leurs amis, leur permettent de s'intégrer dans un groupe. Un peu comme le partage d'une culture populaire. Le partage d'une culture populaire, d'une culture commune. En fait, on s'informe pour pouvoir discuter. Et ça, c'est important, parce que ça, en fait, parfois, on oublie d'y réfléchir, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on s'informe, en fait ? Et la partie sociale, c'est-à-dire que je m'informe pour parler à mes copains, à mes copines, à mes parents, pour être inclus dans un groupe, c'est extrêmement important. Et ça, c'est pas nouveau, mais c'est extrêmement important, et ça se rejoue en ligne. Et puis ça vient complexifier aussi cette image qu'on peut avoir d'être constamment collé aux écrans, d'avoir un rapport uniquement distant en sociabilité, pas que finalement. Ah, pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez, alors déjà, via les écrans, vous pouvez finalement être en lien avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand on a l'impression que son ado, parce que c'est quand même ça les images, que son ado est complètement coupé de l'univers parce qu'il est collé à son écran, en fait, il peut être en train de discuter avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Et par ailleurs, il ou elle peut être en train de consulter des choses, et ça peut être effectivement des vidéos de chatons, des choses légères, voilà, mais qui vont lui permettre, quand il ou elle retourne au collège ou au lycée ou à la fac, de papoter, quoi, d'avoir des choses à raconter de la même manière. Et là, je renvoie à des travaux d'un collègue qui s'appelle Dominique Boulier, dont peut-être nous, on a des conversations à la machine à café, où on se retrouve à discuter d'une série qu'on a vue hier, d'un reportage qu'on a entendu dans la voiture en arrivant. Et en fait, on retrouve cette même logique de pouvoir... Voilà, l'info comme monnaie d'échange. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, mais du coup, sous une autre forme, chez les jeunes qui suivent des formations plus élitistes. C'est toujours une monnaie d'échange. On va s'en servir pour faire du lien, mais on va aussi s'en servir pour faire autre chose. Et par exemple, ce que montre un Julien Boyadjian, c'est que les jeunes de Sciences Po, eux, ils s'en servent dans une logique très distinctive. C'est-à-dire que là, c'est des jeunes qui vont aller s'informer sur des médias anglophones, sur des médias de niche, qui, eux, vont aller afficher avec cette info des convictions politiques,
mais parce que ça joue quelque chose dans leur construction identitaire et ça leur permet un autre rapport au groupe et encore une fois des logiques de distinction. Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment important parce que, en fait, je trouve vraiment qu'on se la pose assez peu, cette question. Pourquoi est-ce qu'on s'informe ? Et il y a plein de raisons qui, encore une fois, sont très liées à notre classe sociale et à d'autres facteurs. Mais en allant se demander pourquoi on s'informe, je trouve on peut avoir des réponses qui sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus complexes. Et cette idée que l'info est aussi une monnaie d'échange, ce que disait déjà un collègue qui s'appelle Vincent Goulet, qui a vraiment fait un travail remarquable, maintenant il y a plus d'10 d'années, mais qui allait, en fait, lui qui a travaillé en immersion dans un grand ensemble d'habitats plutôt populaires de la région bordelaise, et lui, il est allé se demander pourquoi les gens s'informent et comment ils s'informent. Et ça lui a, par exemple, permis d'avoir un regard beaucoup plus riche que le regard, je trouve, habituellement porté, sur la consommation de faits divers ou la consommation d'actualités sportives. C'est-à-dire, mais pourquoi les gens passent autant de temps à écouter RMC et à s'informer sur le foot, voilà. Lui, il montrait que ça leur permettait d'avoir une monnaie d'échange, de devenir des experts dans un domaine, experts du football, et d'être reconnus par leurs amis avec qui ils pouvaient avoir des liens. Quand on part de ce genre de regard sur les pratiques d'info, et y compris quand on parle des jeunes, je pense qu'on est beaucoup plus armé pour aller ensuite proposer de l'éducation aux médias et à l'information ou un accompagnement qui soit plus adapté et moins ancré, encore une fois, dans des représentations qui sont souvent assez schématiques et assez polarisées. Ouais, avec ce que tu nous dis, en fait, je trouve qu'on a une prise de recul là importante. On se rend compte qu'il y a des pratiques qui sont beaucoup plus variées, plus complexes, qu'on peut pas les uniformiser. Malgré tout, il y a en vigueur, il y a quand même cette représentation du fait que, donc du coup, je dirais, les jeunes, même si on a déconstruit la catégorie, sont toujours sur leurs écrans. En même temps, pourquoi ? Ouais. Alors, le pourquoi, il est assez multifactoriel. Il y a 3 éléments de réponse, je pense. Le premier, c'est qu'en fait, c'est d'assez bons supports on va dire à la construction identitaire adolescente. C'est-à-dire qu'à travers les écrans, finalement, les jeunes vont pouvoir développer des pratiques qui leur permettent, alors c'est ce que je disais un peu précédemment, de faire le lien avec leurs amis, d'être inclus dans un groupe de pairs, de partager une culture commune. Et ça, à l'adolescence, c'est quand même extrêmement important pour ces jeunes. Parallèlement, ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. Ça leur permet aussi de développer leur singularité. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux numériques, en fait, on va pouvoir aller chercher des séries de niche, chercher des contenus un peu plus précis, qui vous permettent aussi de vivre votre différence, vos préférences. Et dans un contexte où le groupe compte beaucoup, avoir ces espaces où on peut vivre un peu mieux sa différence, ou la vivre tout court, c'est important. Et donc ça, je pense que ça explique très largement l'appétence pour les réseaux sociaux numériques. Ensuite, ce qui est aussi très important, c'est qu'on est sur des dispositifs techniques. Et là, il y a toute une réflexion à avoir sur comment ces dispositifs sont configurés, sont pensés pour qu'on y passe le plus de temps possible. Voilà. Et ça, évidemment, que c'est un élément de réponse qui est important. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que et je dis on et pas que les jeunes, passent autant de temps sur Instagram, sur Snapchat, etc. Parce que vous avez des plateformes qui sont créées, configurées, designées de manière à ce que les utilisateurs et utilisatrices y passent le plus de temps possible dans une perspective économique. Voilà. Et il n'est pas toujours simple, quand on est ado et quand on est adulte, d'avoir suffisamment de recul sur le design pour se dire... par exemple, l'enchaînement des vidéos qu'on me propose, je me rends compte que c'est fait pour qu'au lieu de regarder une vidéo, finalement, je scrolle pendant 1 heure alors que je m'étais dit, tiens, j'ai 5 minutes. Voilà, c'est pas évident et c'est évident pour personne. Donc, pourquoi est-ce qu'il passe autant de temps ? Parce que vous avez en face d'eux des entreprises qui, à visée économique, configurent des plateformes pour qu'on y passe le plus de temps possible. Et le 3e élément, et moi ça me semble assez important de le rappeler aussi, c'est qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui comme alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que société, qu'est-ce qu'on propose pour que finalement les adolescents vivent
leur adolescence avec ce besoin de se rencontrer, ce besoin d'être ensemble et ce besoin d'être différent. Et moi, j'ai parfois envie de penser pas grand-chose. Vous aviez dans les années 2014 une chercheuse américaine, donc assez pionnière dans ces réflexions-là, qui s'appelle Dana Boyd, qui se demandait justement pourquoi les ados passent autant de temps sur les écrans. Et elle, dans l'étude qu'elle avait menée, elle avait montré que en fait, les jeunes qu'elle suivait passaient de plus en plus de temps sur les écrans. Parce que leurs parents n'avaient plus les moyens économiques de financer des sorties, donc la sortie au ciné, la sortie au supermarché, économiquement, ça devenait compliqué. Et par ailleurs, que ces adultes avaient tendance à penser l'extérieur comme un espace de plus en plus dangereux. Oui, et du coup, pas être incité à sortir, bien au contraire, à rester chez soi, en fait. Exactement. L'intérieur pensé comme, finalement, espace de protection. Et pour le dire un peu vite, on préfère que son ado soit à la maison, peut-être sur un écran, parce que soi-même on travaille, parce que, voilà, plutôt que dehors, dans la rue, à traîner, à faire des mauvaises rencontres. Voilà. Sauf que un adolescent reste un adolescent. Et le besoin d'être ensemble, d'être avec les pairs, P-A-I-R-S, eh bien, est toujours là, quoi. Et donc, un investissement des écrans et des réseaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup ça. C'est-à-dire que cet extérieur vécu comme dangereux, je pense que c'est une représentation assez circulante et qui fait qu'aussi, on ne laisse pas forcément sortir les jeunes, et je pense que tout ça se double aussi de questions de genre complexes, mais qu'on ne laisse plus sortir les ados, que économiquement ça devient compliqué. Et l'autre jour, moi je discutais dans le cadre d'un cours, je discutais avec des professeurs des écoles, ici à l'INSPE, qui m'expliquaient par exemple que les licences de clubs de football, pour pouvoir aller jouer au foot, avaient vraiment très 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 fortement augmenté. Voilà, il y a un moment quand ça devient cher d'emmener son enfant pratiquer une activité sportive, quand il n'y a plus d'animateurs socioculturels pour proposer des activités à des jeunes. En fait, voilà. Ouais. Il reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose et on peut s'étonner que les jeunes passent autant de temps sur les écrans, mais finalement, on a un certain nombre d'éléments explicatifs à ce plaisir et à ce temps, en tout cas, passé sur les écrans. Oui, et ça les met dans une double injonction, en fait. Reste à la maison, en tout cas, ne sors pas, mais ne sois pas sur les écrans. Voilà. Et on l'a... Comme une complexité. Complètement, et je pense qu'on l'a tous et toutes vécu au moment du confinement, qui, pour le coup, je trouve, ces temps de confinement sont des éléments, je trouve, assez intéressants pour porter notre réflexion. C'est-à-dire que même si ce sont des événements exceptionnels où les choses sont exacerbées, ça nous a aussi permis, nous, de vivre ce que ça faisait, nous, adultes, d'être... enfermés et de plus pouvoir voir les autres, et à quel point on s'est, nous aussi, retrouvés dans un usage qu'on peut certainement qualifier d'excessif des écrans. Je suis pas sûre que le but de notre vie, ce soit de faire des apéros Zoom. Voilà. Bon, pas vraiment. Non, je pense pas. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, du coup, comment l'éducation aux médias et à l'information s'est constituée comme politique, éducatif, le resituer, en fait, dans son évolution, qui est quand même... assez importante et récente. Oui. Alors, je vais le faire très vite, mais il faut avoir à l'esprit que, en fait, l'éducation aux médias et à l'information, c'est quand même une politique publique et une éducation alors moi j'aurais envie de dire relativement récente. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 70, en fait, on n'avait pas le droit d'utiliser les médias à l'école. Ok. Voilà. Donc, en fait, oui. Je suis surprise. On n'avait pas le droit. Donc, même une éducation par les médias, ça n'était pas possible. Et justement, à partir du milieu des années 70, l'éducation nationale change de point de vue, justement, avec la montée des médias de masse, en disant on ne peut quand même pas ne pas utiliser les médias pour faire une éducation par les médias, donc des supports médiatiques, juste prendre un journal pour parler de l'actualité, on n'avait pas le droit de le faire. Voilà. Ça semble fou. C'est surprenant. Mais donc, on part de là. Et petit à petit, on va arriver en 83, qui est vraiment une date clé, à la constitution du CLEMI, donc qui, à l'époque, est le centre de liaison pour l'éducation aux médias et à l'information, et donc qui, aujourd'hui, est toujours l'opérateur de l'éducation nationale pour développer, déployer, former les enseignants et enseignantes à l'éducation aux médias. Mais donc, on est en 83. Alors, moi, c'est aussi parce que c'est plus ou moins ma date de naissance, mais donc je ne trouve pas ça si vieux. Mais sur une échelle de politique publique,
c'est pas si vieux. Et quand le Clémy naît, clairement, le Clémy a 2 grandes orientations. Une orientation protectionniste, qui est de protéger quand même les jeunes contre les effets qu'on imagine forts des médias, et une orientation qu'on peut qualifier de démopédique. Donc là, je reprends une formule de Philippe Aldrin et Nicolas Hubbé, c'est-à-dire éducation pour former des citoyens et dans une perspective de vote. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a une petite vidéo que le Clémy a fait pour ses 30 ans, qui est très bien faite et qui, je pense, résume bien la philosophie de cette institution. On éduque à l'information et aux médias pour éduquer, pour créer des citoyens éclairés. À la fin de cette petite vidéo, vous voyez un citoyen qui vote. D'accord. Voilà. Et bon, donc on a vraiment cette double orientation, sachant que véritablement, l'éducation aux médias et à l'information, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, elle se joue majoritairement à l'école. Voilà. Donc on a cette base, et en fait, encore une fois, moi je vais aller très vite, mais on va dire que cette EMI, elle se complexifie avec l'arrivée du numérique, puisqu'on a des nouveaux enjeux. Mais pour autant, on reste toujours dans cette double orientation. C'est-à-dire que l'EMI, c'est fait pour protéger et c'est fait pour éduquer des citoyens en France. Dans d'autres pays, vous avez une dimension beaucoup plus créative. Utiliser les médias pour créer, pour s'exprimer. En France, c'est vraiment pas ça existe, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on a développé de manière principale. D'autant plus que quand arrive 2015, et 2015 c'est un moment qui est vraiment assez structurant pour les politiques publiques en EMI, c'est-à-dire les attentats dont la France va être victime, il y a un renforcement très clair de ces 2 dimensions, protectionnistes et démopédiques. C'est-à-dire qu'avec ces attentats, bien finalement, on s'interroge beaucoup sur un certain nombre de vidéos qui vont tourner en ligne, des vidéos qui relèvent de la fausse information, qui relèvent de théories du complot. Et je pense que le grand public prend conscience à l'époque de ces vidéos qui existaient déjà, mais je pense qu'il y a vraiment une mise en visibilité de ces vidéos. Par ailleurs, avec les attentats contre Charlie Hebdo, on a des journalistes qui sont attaqués pour leur travail de journaliste sur la question de la liberté d'expression. Et on a une grande mobilisation de l'école et de la société civile. Et c'est à ce moment-là qu'on a un renforcement très net de l'EMI qui va s'inscrire encore plus fortement dans le parcours citoyen de l'élève. Et avec, encore une fois, je le redis, mais ce renforcement de la visée protectionniste et ou démopédique. Voilà, donc je l'ai fait à grands traits, mais c'est vrai qu'on a vraiment, à partir de 2015, on va dire un renforcement de l'EMI telle qu'elle existait et un renforcement très marqué. Et on le retrouve jusqu'il y a récemment, je pense que c'est l'année dernière, les nouveaux programmes de MC intègrent une partie très nette dédiée à l'EMI. Et ça, c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis 2015. Ouais. Justement, un des éléments qui revient beaucoup dès qu'on parle d'éducation aux médias et à l'information, c'est la question des fake news, des théories du complot. Très rapidement, sans trop t'étendre, puisque du coup tes sujets de recherche aussi portent sur des éléments différents, voire plus larges. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement structurants pour l'EMI depuis ces dernières années. Alors, je vais encore relativiser, moi en fait, je pense que je ne fais que ça. On t'invite aussi pour ça. Voilà, je vais refaire. C'est-à-dire que il y a la construction des fake news en tant que problème médiatique qui peut quand même être lu en partie à la lumière des paniques morales. C'est-à-dire que véritablement, dans l'après, et ça se joue beaucoup dans l'après 2015, mais c'est réactivé par des éléments dramatiques, des assassinats d'enseignants. Enfin, je pense qu'on a tous à l'esprit vraiment Samuel Paty et malheureusement d'autres. Et en fait, ce qui va se jouer sur les réseaux sociaux, on va vraiment, à ce moment-là, s'en inquiéter énormément. Et c'est tout à fait normal. Pour autant, il faut aussi voir comment, justement, la question, entre guillemets, des fake news va monter à l'agenda. Et là, je renvoie à une thèse qui a été soutenue l'année dernière par Isée Vaucher. Et Isée s'est justement intéressée à comment est-ce que les fake news
deviennent un problème public. Et c'est ça qui lui permet de parler de panique morale, c'est-à-dire qu'en regardant la manière dont cette thématique est médiatisée, eh bien, elle se rend compte qu'il y a vraiment une seule manière d'envisager cette problématique, qui est les fake news sont un problème énorme pour la démocratie, et vraiment la démocratie est en danger. Et certaines personnes sont spécialement vulnérables, les jeunes issus des catégories populaires. Et pour répondre à cette panique morale, ceux et celles qui sont les mieux placés, ce sont les journalistes. Voilà. Je résume ça à grands traits, mais c'est comme ça que ça se joue. Et c'est important parce qu'on retrouve des éléments qu'on a déjà pu évoquer dans cet entretien, c'est-à-dire encore une fois la mise en cause de certaines catégories de population qui seraient plus fragiles, plus vulnérables, des jeunes issus des catégories populaires. Et là, je pense que c'est important de rappeler que face aux fausses informations, face aux théories du complot, il n'y a pas de profil type de personnes qui seraient spécialement sensibles, spécialement vulnérables. Moi, j'ai pas de travaux de recherche à vous citer à ce niveau-là. Et plutôt des travaux de recherche, et je pense aux travaux menés par exemple par Dominique Cardon, qui tendent au contraire à montrer que ceux et celles qui diffusent des fausses infos, c'est plutôt les plus âgés. Voilà, donc vraiment qui contrevient à des représentations ordinaires. Et cette question-là, encore une fois, elle est très compliquée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un jour, vous allez relayer une fausse info, que vous allez être convaincu pour le restant de votre vie que ce qui était dit dans cette information est vrai et vous allez vous y accrocher. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui adhèrent à des théories conspirationnistes de plus en plus. Là, je renvoie aux travaux de Coralie Lecaroff, et elle parle d'idées de gradient d'adhésion. Et effectivement, il y a des gens qui croient à des choses qui vont nous sembler complètement lunaires. Oui. Pour autant, si nous, on se place dans une perspective, encore une fois, éducation nationale, on fait face à la jeunesse de France, il y a un décalage entre les inquiétudes qu'on a et la réalité de ce qu'on observe sur les terrains. Voilà. Peut-être je donne un petit exemple, parce que moi, j'avoue, ça m'a frappée. Une fois, j'ai été sollicitée par une journaliste d'un média national, alors j'allais dire parisien, mais donc d'un média national, qui vient me voir pour que je réponde à son interview et que finalement je l'aide à trouver aussi des classes où elle pourrait rencontrer des jeunes complotistes, parce que le projet, c'est ça, c'est d'aller rencontrer des jeunes complotistes dans des classes à Roubaix. Voilà. Bon, si vous voulez, quand le projet, c'est ça, on a déjà un problème. La bonne nouvelle dans cet exemple, c'est que elle est allée sur les terrains et qu'elle est revenue en disant mais en fait, je les ai pas trouvés. Voilà. Et oui, en fait, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas de jeunes complotistes dans des classes à Roubaix. Mais ça veut dire qu'on a quand même un moment des journalistes qui arrivent avec l'idée que dans des classes à Roubaix, ils vont trouver des classes remplies de jeunes complotistes. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'article au final était, moi je trouve, plutôt intelligent et nuancé, mais on voit bien comment, autour des fake news et des théories du complot, il y a aussi beaucoup de représentations stéréotypées et qui malheureusement alimentent aussi des politiques éducatives, alimentent des représentations et qui, moi je trouve, au final font perdre beaucoup de temps. Parce qu'il faut faire de l'éducation aux médias et à l'information, mais sans doute, si on peut ne pas partir de ces stéréotypes, mais partir d'un peu plus de complexité, on va gagner un peu de temps pour faire une EMI qui sera peut-être un petit peu plus intéressante. Justement, toi, au regard de tes travaux de recherche et de tous les éléments là d'état de la littérature scientifique, qu'est-ce que tu trouverais intéressant d'aller investiguer, d'aller travailler plus spécifiquement ? Oui. Alors, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est de sortir de toutes ces répétitions qui parfois n'ont pas beaucoup de sens. C'est-à-dire, encore une fois, il faut, pour le coup, je pense, être un peu pratico-pratique. C'est-à-dire que se dire, on a combien de temps pour faire de l'EMI ? Et parfois, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que la question des fake news et des théories du complot, est-ce que c'est vraiment l'essentiel ? Encore une fois, en contexte. C'est-à-dire que moi, je pense que les enseignants et enseignantes sont en première ligne pour voir dans leur classe, finalement, qu'est-ce qui leur semble
être un sujet et en quoi les élèves ont besoin d'être accompagnés. Moi, je suis vraiment pas persuadée que dans la plupart des cas, consacrer les rares heures qu'on va avoir en EMI aux théories du complot et aux fake news, ce soit ce qu'il y a de plus pertinent. Peut-être parfois oui. Moi, j'ai envie de penser souvent non. Alors, il y a plein de choses, moi, qui me semblent intéressantes en EMI, et c'est la richesse et la difficulté de l'EMI. Là, peut-être pour focaliser sur certains points, je trouve qu'aujourd'hui, au regard de la manière dont les jeunes s'informent, les aider à ouvrir la boîte noire des réseaux sociaux, des algorithmes, je pense que c'est assez essentiel. C'est-à-dire que donner des clés de compréhension sur l'économie de l'attention, sur le web affectif, c'est-à-dire la manière dont les GAFAM, donc les grandes entreprises de la tech, intègrent en fait la question des émotions, c'est-à-dire vont aller configurer le design pour qu'on ait envie de liker, pour qu'on ait envie de réagir, mais encore une fois, pour qu'on reste le plus longtemps possible. La question dont l'économie de l'attention affecte, encore une fois, le design, c'est-à-dire ce qu'on se disait tout à l'heure, comment est-ce que on va configurer des dispositifs pour que vous restiez le plus longtemps possible, ça, moi, ça me semble vraiment très important. C'est-à-dire donner à voir les enjeux politiques, économiques, idéologiques, etc., de ces plateformes. Je pense que ça peut vraiment aider les usagers, et là on parle des jeunes, à gagner en liberté. Donc ça, moi, ça me semble assez essentiel, et je suis pas sûre je constate qu'on le fait un peu, mais peut-être pas assez. Et ça, je pense que c'est très important. Et peut-être le deuxième point, ce serait aussi de sortir, mais encore une fois, il y en a plein, de sortir d'une EMI, j'aurais presque envie de dire, uniquement défensive, face à des dangers. Les médias, c'est aussi super. C'est-à-dire que ça permet d'être créatif, ça permet de s'exprimer, ça permet de prendre sa place, ça aide à se construire. Et voilà, je pense que occuper la place, entre guillemets, en étant sur du positif, sans être dans la naïveté, mais montrer à des jeunes qu'il y a des super podcasts d'infos, des super podcasts de loisirs créatifs, que eux-mêmes ils des super petits dispositifs où ils vont pouvoir faire du montage. Je pense que c'est assez important. De la même manière, j'y pense là, mais quand mes collègues qui travaillent sur l'identité numérique montrent qu'en fait, une manière de travailler son identité numérique, c'est aussi de diffuser des choses très positives en fait sur soi, des contenus dont on est fier, qu'on apprécie, plutôt qu'être uniquement dans quelque chose de défensif. Et voilà, et je pense qu'il y a des injonctions contradictoires faites aux jeunes générations, c'est-à-dire qu'à la fois on leur dit attention, oulalalala, tout ça c'est très très dangereux, ce que vous faites c'est pas bien, mais en même temps soyez prêts à rentrer dans la société du numérique parce que l'emploi est là et le monde est là. Et voilà, je pense que là on les met dans une position qui est un peu schizophrène voilà, c'est très très dangereux, mais dans 2-3 ans, on va vous dire que c'est là qu'il faut vous orientiez en matière scolaire, par exemple, parce que les emplois sont là et parce qu'on est dans la société de l'information. Quand tu disais, je me rends compte qu'il y a un élément sur lequel on n'est pas revenu. Tu disais, voilà, quand on a peu d'heures dédiées à l'EMI, mais l'EMI, du coup, c'est transversal, en fait. Oui. Ça fait certainement aussi partie des enjeux que tu soulevais sur un peu les fondements, au-delà de ce que tu aimerais investiguer. Oui, alors c'est ça, l'EMI, pour revenir de manière un peu plus pratique, comment ça se joue en fait. Donc l'EMI, ça se joue dans l'école et hors l'école. Donc juste quelques mots sur le hors l'école, c'est beaucoup porté par le monde associatif, le monde de l'éducation populaire, le monde de l'animation, aussi du travail social, aujourd'hui beaucoup des bibliothèques, de la culture qui investissent l'EMI, encore une fois, dans le hors temps scolaire. Dans un monde idéal, ce serait parfaitement rattaché et articulé avec ce qui se joue dans l'école. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est aussi parce que c'est compliqué. Et donc, dans l'école, où est-ce qu'on fait de l'EMI et qui fait de l'EMI ? Alors, on va dire dans le secondaire, les figures centrales de l'EMI, mais qui ont encore aujourd'hui un peu de mal à trouver leur place sur les terrains, et c'est très dommage, ce sont les enseignants documentalistes, enseignants et enseignantes documentalistes, qui sont, et c'est leur circulaire de mission, les maîtres d'œuvre de l'EMI dans le secondaire. Bon.
Pourquoi est-ce que moi je considère que c'est un peu dommage ? Alors aussi parce que ce sont les élèves et les étudiants plutôt que mes collègues et moi-même formons, ce sont les seuls à avoir vraiment un socle de formation extrêmement solide en sciences de l'information et de la communication, qui pour moi, mais je suis chercheuse en sciences de l'information et de la communication, donc voilà, mais constitue une ressource incontournable quand on veut faire de l'EMI. Ces collègues sont supposés travailler aussi en transversal avec leurs autres collègues et le font souvent par des projets. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que se joue l'EMI. Alors autour, il y a beaucoup de manifestations nationales organisées par exemple par le CLEMI. Je pense aussi à la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui est vraiment un temps très fort, qui est au printemps et où plein de choses sont faites autour de l'EMI. Voilà. Ou alors des projets plus ponctuels avec un enseignant ou une enseignante en histoire, géographie, en français, voilà. Puisque par-delà ces enseignants et enseignantes pivots que sont les profs doc, eh bien tout le monde est censé faire de l'EMI. C'est-à-dire que l'EMI, c'est transversal, ça doit aussi se jouer en primaire. Et donc, le CLEMI, par exemple, publie et de plus en plus, et je pense que ça aide beaucoup nos collègues et que ça va encore plus les aider, des référentiels, des vade-mecum, pour expliquer justement comment est-ce que, dans les programmes, on peut s'emparer de l'EMI pour faire de l'EMI non pas en plus, mais en faisant les programmes. Oui. C'est-à-dire qu'on va travailler autour d'un projet radio, on va travailler autour d'un projet média, des éléments du programme. Et ça, moi, je pense que c'est à la fois la richesse et la complexité de l'EMI à l'école, c'est que ça n'est pas une discipline. Donc, il faudrait que tous et toutes s'en emparent. Ça n'est pas simple. C'est-à-dire que les enseignants-enseignantes ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prendre en charge. Et donc, l'une des missions que se donne le CLEMI, c'est aussi, par exemple, de leur montrer justement comment est-ce qu'ils peuvent faire leur travail d'enseignants et enseignantes disciplinaires en ajoutant de l'EMI et non pas en se rajoutant une charge de travail supplémentaire. Tu as beaucoup parlé de l'éducation morale et civique, donc de l'EMC. C'est pas en plus qui est dans l'escarcelle des profs doc. Ça remet en avant la dimension, tu disais, démopédique, donc oui. de formation du futur citoyen, de la future citoyenne, enfin, en tout cas de citoyen éclairé. Est-ce que tu peux revenir sur les enjeux démocratiques de l'EMI et cette nécessité de développement de l'esprit critique, parce que c'est aussi un élément sur lequel on n'est pas beaucoup revenu. Pourquoi le débat, c'est si important en EMI? Et oui. on clôturera sur cette question. Tout à fait. Alors, la question de l'information, c'est-à-dire que si vous voulez exercer une citoyenneté pleine et entière, la question de l'information est centrale. Et là, je renvoie à historiquement comment se sont constituées les démocraties et avec l'exigence, la nécessité d'avoir des médias libres, d'avoir une information accessible, d'avoir des médias pluriels. C'est-à-dire que si on veut que les citoyens puissent voter en toute connaissance de cause, la base, c'est d'avoir accès à l'information. Voilà. Et aujourd'hui, ça se rejoue et c'est toujours important, j'allais dire, encore important, et ça n'est jamais acquis. Et ça, on le voit à la fois sur les réseaux sociaux numériques. On voit bien tous les enjeux. Alors, ça se cristallise beaucoup au moment des élections, mais la peur qu'on a que les élections soient truquées, soient faussées, parce influencées, parce que justement, on aurait accès à telles infos et pas à d'autres sur des réseaux sociaux numériques. Voilà. Mais ça se joue aussi dans les médias dits traditionnels. C'est-à-dire que tous les débats qu'on a pu avoir autour du travail de l'Arcom, autour de la concentration des médias, le fait que certains propriétaires des médias avec des enjeux idéologiques marqués possèdent un nombre de plus en plus important de médias, ça alimente le débat sur justement est-ce qu'on est dans un paysage informationnel qui nous permet en tant que citoyens d'exercer notre liberté de manière, notre citoyenneté de manière libre et éclairée. Donc, quand on est en EMI, en lien avec l'EMC, un point central, c'est ça. C'est comprendre comment se fabrique l'info, qu'est-ce qui va l'influencer, pourquoi est-ce que c'est important en démocratie d'avoir cette pluralité d'informations. Et par ailleurs, c'est aussi, et c'est pour ça que tu me parlais de débat,
c'est pouvoir en débattre avec les autres. C'est-à-dire que en EMI, par exemple, quand on travaille sur les lignes éditoriales, quand on fait de l'analyse critique des médias, bien on se rend compte que différents médias, différentes sources, ne vont pas avoir le même regard sur une actualité. Donc par-delà la question des fake news, parce que là c'est pas faux, Non. mais en fait on va travailler autour, on a encore, j'avais presque envie de dire cette vieille lune de l'objectivité, mais qui vraiment, pour moi, n'existe pas. Mais en tout cas, ça va alimenter les débats souvent dans les classes. On se rend compte que les informations, elles sont mises en forme par des lignes éditoriales. Elles sont mises en forme par différents degrés de subjectivité, ce qui n'empêche absolument pas d'avoir des informations honnêtes et rigoureuses et sans fausses infos. Bon, tout ça, ça se travaille. Et dans les classes, quand on fait de l'EMI, eh bien justement, on va vite aller sur les points de vue, sur mais tiens, cet argument-là, mais pourquoi est-ce qu'on mobilise cet argument ? Mais est-ce que ça, c'est vraiment un argument ? Voilà. Je te donne un exemple. Moi, donc j'observe, et on va y revenir, donc je ne vais pas trop en parler, mais j'observe en ce moment une option média, dans un lycée. Eh bien, très souvent, toutes les semaines, les élèves font une revue de presse. Eh bien, cette revue de presse, ça leur permet de voir comment une actu est traitée par différents médias. Eh bien, évidemment que ça donne envie de discuter de l'actualité. Et donc, d'avoir différents points de vue. Et encore une fois, de pouvoir en parler. Et c'est ça, je pense, qui est au cœur de l'EMI dans sa dimension citoyenne. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que tout le monde soit d'accord. C'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est important que l'expression soit libre et ouverte dans le respect de la liberté d'expression telle qu'elle existe en France. Et de pouvoir aussi éprouver ce que ça fait d'exercer sa liberté d'expression, ce que ça fait de s'informer par différentes sources et de pouvoir en discuter, en débattre, en étant véritablement dans le débat et pas dans des clashs, des buzz, ces formes. Moi, ça m'ennuie presque de parler de débat, mais ces formes, on va dire, d'interaction, parfois très violentes, qu'on retrouve à la fois sur les réseaux sociaux numériques. Je vous renvoie à la joie des échanges sur X, anciennement Twitter, et ou dans les médias d'information et dans les chaînes d'infos et dans des chaînes aussi pendant longtemps du service public, et où on a des confrontations qui sont plus de l'ordre du clash que de l'ordre du débat. Ça va être tout l'enjeu des discussions du prochain épisode. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Florène. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources évoquées pour aller plus loin sur le site internet de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France dans la rubrique Recherche. À bientôt.